À l'époque, nous utilisions ce que l'on appelait de l'argent. On appelait ça aussi de la monnaie. C'était l'équivalent de nos PAP actuels, nos points activité et production. La différence est que nous étions obligés d'en avoir en réserve de cette monnaie. Si l'on souhaitait s'échanger des biens ou des services, il fallait d'abord se procurer de la monnaie. Et la seule façon d'en avoir, c'était de l'emprunter à ceux qui avaient le pouvoir de la créer. On faisait tout à l'envers à l'époque, c'était vraiment un monde absurde. La façon dont nous vivons aujourd'hui nous paraît normale à nous, aujourd'hui. Mais pour les hommes d'avant, c'était totalement impensable. Ce n'est pas qu'ils pensaient que c'était impossible, c'est qu'ils étaient totalement incapables d'imaginer que cela puisse exister, qu'un monde comme le nôtre puisse exister, fonctionner. Parfois, un mode de vie comme le nôtre était imaginé par des auteurs de science-fiction, mais cela concernait toujours des êtres très loin, des extraterrestres très évolués, très loin de nous. À se demander si c'était pas fait exprès. On passait la plus grande partie de notre vie à travailler. Et à mon époque, ça allait encore, on travaillait autant qu'au Moyen-Âge. La journée type d'un salarié d'une grande agglomération vivant en banlieue est inimaginable aujourd'hui. Je me souviens de mon père et de ma mère. Enfant, je ne les voyais presque jamais. On se levait très tôt, on se séparait et on se retrouvait très tard le soir. On passait un peu de temps ensemble avant de aller se coucher pour recommencer le lendemain matin. Mes parents se levaient à 5h30 du matin. Ils avalaient vaguement un petit déjeuner, se préparaient jusqu'à 6h20, puis allaient à la gare pour le train de 6h35. Après 1h10 de trajet, quand tout allait bien, il leur restait 15 minutes de bus pour être au travail à 8h. Ils travaillaient pour la même entreprise, c'est même là qu'ils se sont rencontrés. Elle était comptable et lui travaillait au service informatique. Mais beaucoup de couples n'avaient pas la chance comme eux de se voir pendant la journée. D'ailleurs, ça n'a pas duré puisque mon père a changé de travail l'année de mes 11 ans. À midi, il prenait une pause déjeuner jusqu'à 13h15 et reprenait le travail jusqu'à 17h. 1h40 plus tard, ils étaient à nouveau chez nous. Il était presque 19h. Au final, la vie de mes parents ne leur appartenait plus pendant plus de 13 heures. Sur une journée de 24 heures, les humains de cette époque pouvaient être dépossédés de leur vie pendant plus de 13 heures. 13 heures données à un employeur pour produire de la richesse. Imaginez un couple de salariés avec des enfants et estimez le temps disponible pour les éduquer, leur parler, les écouter, les aimer. Ce n'est pas un hasard si l'école maternelle est créée après la révolution industrielle. À mon époque, les mères devaient reprendre le travail parfois seulement 2 semaines après l'accouchement. À seulement 2 semaines, le bébé était arraché à sa mère, confié à une étrangère ou des étrangères très tôt le matin, pour être retrouvé très tard en fin de journée. Et tout cela pourquoi? Produire de la richesse. À cette époque, les travailleurs croyaient dur comme fer qu'ils étaient privilégiés par rapport à leurs grands-parents, par rapport aux travailleurs des générations précédentes. Mon grand-père faisait les 3-8. Il travaillait 40 heures par semaine. Ça paraît beaucoup. Ma grand-mère, elle, n'a jamais travaillé, et j'avais 3 oncles et tantes. Eh bien, dans les années 50, avec ses 40 heures de travail hebdomadaire, mon grand-père nourrissait 6 personnes. Avec son seul salaire, il a acheté une maison, avec un crédit sur 15 ans, une voiture et même un petit peu de terre. 30 ans plus tard, ce n'était déjà plus possible. Et quand nous sommes passés aux 35 heures au début du XXIe siècle, il était devenu factuellement impossible de faire vivre dignement une famille avec un seul salaire d'ouvrier. Il fallait donc 2 salaires, celui de l'ouvrier et celui de sa femme, c'est-à-dire 70 heures de travail hebdomadaire minimum. Et tout ça pour avoir une vie de moins bonne qualité, passer sa vie dans les transports en commun, ne plus avoir de vie de famille, de vie sociale, et pour rembourser un crédit sur 25, voire même 30 ans. En définitive, du point de vue de l'extorsion de la plus-value, nous avions perdu plus de 30 heures par semaine en 30 ans. D'une certaine manière, on peut dire que l'on travaillait 2 fois plus que nos grands-parents pour produire 4 fois plus de richesses et gagner beaucoup moins. À cette époque, nous avions une expression, tout travail mérite salaire. En réalité, cette expression ne correspondait pas à la réalité de cette époque. Pour les hommes de cette époque, c'était plutôt pas de salaire sans travail. Percevoir un revenu sans travailler, un revenu de solidarité, était très mal vu. Vous étiez considéré comme un paria, un parasite. Ce sont des choses que l'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. La vie à cette époque nous paraît totalement absurde aujourd'hui, aberrante, délirante, stupide, insensée, pire, suicidaire. Pourtant, très peu d'hommes la remettaient en question. Tout le monde acceptait le système, bon gré mal gré, le plus souvent même de bonne grâce, refusant parfois hystériquement de ne serait-ce qu'entendre quelqu'un le remettre en cause. Pour être honnête, avec le recul, la très grande majorité des gens défendaient le système qui les exploitait. Certains étaient même capables de se battre et de mourir pour lui. Nous étions des esclaves complètement fous. C'est inimaginable aujourd'hui. À mon époque, nous fabriquions des objets, des machines conçues pour ne pas durer, pour se casser et tomber en panne. Et nous les fabriquions de telle manière que les réparer était impossible. La seule solution était de les jeter et d'en acheter d'autres. Pour être absolument certain qu'on allait jeter et acheter à nouveau, on fabriquait volontairement des objets à durée de vie limitée. On appelait
appelait ça l'obsolescence programmée. C'est un fabricant d'automobiles qui a eu la première fois l'idée de jouer sur la mode, l'aspect visuel de ses produits et la publicité pour donner l'illusion de la nouveauté et donner l'envie aux consommateurs d'acheter de nouveau. C'étaient les mêmes voitures, mais comme chaque nouvelle série avait un aspect différent des précédentes, les gens les voulaient. Ils vendaient alors leur ancien modèle à des plus pauvres ou s'en débarrassaient purement et simplement et achetaient les nouveaux. Alors que c'étaient les mêmes automobiles, seul l'aspect extérieur changeait. La publicité, la réclame, la force de vente, la manipulation mentale, les neurosciences, la psycho. La pub s'était répétée aux gens qu'il fallait absolument qu'ils achètent telle ou telle chose. Nous nous sommes mis à tout vendre, les loisirs, l'art, les spectacles, la terre, l'eau et même l'air. Et les hommes, on vendait des hommes, entiers ou en morceaux, en organes. On vendait le ventre des femmes, leur sexe, celui des hommes aussi. On vendait des bébés, tout était devenu marchandise, tout. La publicité servait à tout vendre, nourriture, objets, services. Même la charité se vendait avec de la publicité. Même les gouvernements se servaient de la publicité pour vendre leurs idées, leurs projets. Chaque année, on dépensait des milliards en monnaie pour la publicité. On aurait pu régler le problème de la faim dans le monde avec ce que l'on dépensait en publicité tous les ans. On rendait volontairement les gens malheureux. Et là-dessus, la publicité arrivait et leur disait « achète ça et tu seras heureux ». Et les gens achetaient. Et plus le machin qu'ils achetaient était cher, et plus l'illusion d'être heureux durait longtemps. Et puis l'illusion s'estompait et finissait par disparaître, alors il fallait acheter encore et encore autre chose. On fabriquait volontairement des merdes pour les jeter le plus vite possible et racheter la même merde à durée de vie limitée. On pillait nos ressources, on polluait, on gaspillait. Et tous nos déchets, on les envoyait aux pauvres qui s'empoisonnaient en essayant de récupérer par-ci par-là les quelques métaux les plus chers et les plus facilement réutilisables. Non seulement on fabriquait des choses de mauvaise qualité, mais on la faisait fabriquer dans des pays du bout du monde, alors que nous savions très bien fabriquer nous-mêmes et de bonne qualité. On s'est mis à empoisonner nos sols pour produire de la nourriture de moins en moins nutritive et de plus en plus dégueulasse. On produisait d'immenses quantités de cette mauvaise nourriture dans des fermes, des exploitations de plus en plus gigantesques. Et plus elle grossissait, et plus ce qu'elle produisait était immonde, voire même empoisonné. La terre avait été empoisonnée, elle était complètement malade, si bien qu'on ne pouvait plus rien y faire pousser sans l'asperger continuellement de produits chimiques. Les agriculteurs ne faisaient plus que de la gestion de pathologies végétales. On parquait dans des prisons des milliers, des centaines de milliers d'animaux qui ne voyaient jamais la lumière du jour, et dans des conditions effroyables. Et eux aussi, on les gavait de médicaments. Et leur calvaire s'achevait dans des abattoirs aux cadences infernales où les tortures les plus immondes leur étaient infligées avant qu'ils ne meurent suspendus à un crochet. On produisait 3 fois plus, mais pour ce faire, on travaillait 10 fois plus. Aujourd'hui, on produit 3 fois moins, enfin, juste ce qu'il nous faut, mais on travaille aussi 10 fois moins, juste ce qui est nécessaire. Bon sang, pas besoin d'être prix Nobel en mathématiques pour comprendre qui sont les plus efficaces et productifs. On travaillait 10 fois trop et on produisait 10 fois trop. Et nos dirigeants politiques, nos médias, nos économistes passaient leur temps à nous dire que nous étions des fainéants improductifs et qu'il fallait encore travailler plus. On consommait pour consommer, pas pour satisfaire un besoin élémentaire. Alors que le tiers des humains sur la planète survivaient à peine, les Occidentaux étaient tous atteints d'horribles troubles psychologiques. Leur vie était tellement vide de sens que le seul moyen pour eux de combler ce vide était de consommer. L'Occident qui dominait alors le monde était atteint d'une maladie invisible, indicible. Très peu d'entre nous ressentaient ce mal. Encore moins savaient l'exprimer et en comprenaient les causes profondes. On n'était pas en démocratie. Dans les archives télévisuelles de l'époque, on entendait souvent parler de démocratie, de république, d'élection. On était en démocratie représentative. À l'époque, ceux qui décidaient des lois étaient nos représentants. Nous les élisions lors des élections. C'est ça que nous appelons démocratie. Ça paraît complètement archaïque aujourd'hui comme système. Les élections, en réalité, c'était quoi? Donner tous les pouvoirs à une bande de traîtres qui n'avaient plus aucun compte à rendre à ceux qu'ils avaient élus, et encore moins aux autres. Une fois au pouvoir, nous n'avions aucune possibilité de nous opposer à eux si les choix qu'ils faisaient, pour nous, en notre nom, n'étaient pas conformes à nos intérêts, à l'intérêt du bien commun. Aucune possibilité d'intervenir dans les décisions. Nous n'avions aucun pouvoir, ni en tant qu'être collectif, encore moins individuel. Le pouvoir de voter les lois? Non. Proposer une loi? Non. Abroger une loi? Non. Déclencher un référendum? Non. Révoquer un élu s'il nous trahissait? Non. Un référendum, c'est quand on demande au peuple s'il est d'accord. Mais qui choisissait la question qu'on allait poser au peuple?
Je me souviens encore de cette immonde crapule, une femme politique française, ancienne femme d'un des plus mauvais présidents de la République. Au début du XXIe siècle, elle expliquait à la télévision qu'il ne ferait pas de référendum sur ce que l'on appelait à l'époque l'Union européenne, parce qu'il était possible que les Français ne répondent pas comme il faudrait. Aujourd'hui, on la bannirait ou on la mettrait à l'isolement. De toute façon, avant la catastrophe, ils n'en faisaient plus des référendums. Et le dernier qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas respecté. On avait dit non à un traité, ils l'ont signé quand même. Le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens savaient inconsciemment que nous n'étions pas en démocratie. On pouvait concrètement mesurer cela en mesurant le nombre de gens qui n'allaient plus voter aux élections. Et ce nombre grandissait à chaque élection. L'élection la plus incroyable fut celle du président de la République française en 2015 ou 17, je n'en souviens plus. Baccaron, Macaron, un homme totalement inconnu et en plus totalement incompétent. Incompétent dans tous les domaines. Tout ce qu'il faisait ou disait était une véritable catastrophe. Et il a été élu. Il passait son temps à insulter les Français, tout le temps. Il a été élu grâce aux médias. On se moquait beaucoup de la Russie à l'époque, on disait que ce n'était pas une vraie démocratie. Mais personne ne vivait véritablement en démocratie, et certainement pas en France. On en est arrivé à un point où certains se posaient la question, était-il préférable de vivre dans une fausse démocratie où une oligarchie dirigeait dans l'ombre le pays pour son propre intérêt, ou bien dans une dictature où le dictateur se souciait ou se soucierait, dans une certaine mesure, du bien de son peuple. De façon générale, la règle qui prévalait au fonctionnement de nos démocraties était la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous avions juste oublié le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Les médias comme la presse, la radio ou la télévision avaient énormément de pouvoir. C'est eux qui faisaient ou défaisaient la carrière d'un homme politique. Et la très grande majorité de ces médias étaient dans les mains de l'oligarchie. Les gens n'y croyaient plus, mais ils ne cherchaient pas vraiment de solution. Ils ne se révoltaient pas, ou peu, ou par petits groupes séparés. Quand les gens contestaient un choix politique, ils le faisaient toujours dans leur coin, avec leur groupe, pour défendre leur intérêt propre. On n'a jamais eu la force ou l'intelligence de s'unir tous pour renverser le pouvoir. Avec le recul, je trouve ça incompréhensible. Il faut dire que le système était très fort. Il savait nous diviser, dévier notre attention et nos colères, nous désigner des boucs émissaires, nous faire taire aussi. Et il régnait aussi souvent par le choc et l'effroi. Nous avions beaucoup d'attentats terroristes à l'époque. Le pouvoir des médias était absolument terrifiant. C'était une arme extrêmement efficace. Ils arrivaient à justifier, à légitimer des guerres de prédation en nous faisant croire que c'était des guerres humanitaires, pour le bien et les droits de l'homme. Le monde était devenu complètement fou. L'individualisme et la guerre de tous contre tous étaient la règle. On avait même poussé le délire avec les questions d'identité sexuelle. Nous étions tous devenus des exceptions revendicatrices. Et quand il n'y a plus que des exceptions, il n'y a plus d'exceptions. Il n'y a plus de loi naturelle, plus de règles. Il n'y a plus qu'un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité. Et ça, c'est très facile à manipuler. Des gens sans identité, sans histoire, sans culture commune, non seulement c'est extrêmement facile à manipuler, mais c'est également absolument incapable de se fédérer, de s'unir et se battre pour une cause servant l'intérêt commun. Il n'y a plus que des moi-je hystériques, et c'est très exactement ce que souhaitait l'oligarchie pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce à quoi ils travaillaient depuis au moins 60 ans. Ils avaient réussi à détruire des peuples, des identités et des nations parfois plurimillénaires, et sans tirer un seul coup de canon, un seul coup de fusil. À y réfléchir, c'était aussi génial que diabolique. Nous savons que la nation, c'est l'entité, l'organisation la plus efficace d'un groupe humain, d'un peuple, pour agir et œuvrer dans l'intérêt du bien commun. Il n'y a rien au-dessus à part l'empire. L'idée dominante à l'époque était que les nations sont vecteurs de guerre, et que donc il fallait les supprimer pour un gouvernement mondial. On sait maintenant que ce gouvernement mondial, c'est une autre façon de dire empire, et que ce sont les empires, c'est-à-dire quand une nation cherche à étendre sa domination et à dominer tous les autres, qu'il y a des guerres. Pour assurer la paix, il ne fallait pas supprimer les nations, mais empêcher celles qui voulaient aspirer à devenir un empire. C'était surtout nos systèmes économiques qui nous poussaient à la guerre. Dans un système basé sur la croissance infinie, nous n'avons pas d'autre choix que de croître, et donc d'exercer une prédation sur les autres. Même en temps de paix, nous étions en guerre. C'était une guerre économique. Le principe de nation n'a rien à voir là-dedans. L'oligarchie prédatrice et dominatrice travaillait à l'abêtissement des peuples. Nous étions conditionnés, élevés à la servitude et pour produire. Je me souviens que peu de temps avant l'effondrement, certains groupes militaient pour la fin de l'exploitation animale. L'exploitation industrielle des animaux, ce qui était une bonne chose. Mais j'aurais préféré qu'ils militent avant tout pour la fin de l'exploitation de l'humain.
Une façon de nous diviser était aussi la guerre des sexes. L'individualisme et toutes les pathologies psychologiques dont nous étions atteints faisaient que les hommes et les femmes ne s'entendaient plus. Ils étaient devenus incapables de vivre ensemble, de fonder une famille, d'élever leurs enfants et de vieillir ensemble. La première étape fut la destruction de la figure paternelle, détruire le père. À la fin, des millions, des milliards d'enfants grandissaient sans père, augmentant, ajoutant à la liste déjà immense le nombre de troubles et de pathologies psychologiques, de déséquilibres. En 2-3 générations, ils avaient détruit quelque chose qui fonctionnait naturellement depuis des milliers d'années.